Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du cabinet Voxius Avocat sur les leviers de fidélisation des salariés. Je me présente, je m'appelle Florian Carrière, je suis avocat associé au sein du cabinet Voxius et j'aurai de nouveau le plaisir de co-animer ce webinaire avec mon associé Steven Théalier. Bonjour à tous. Alors, en deux mots, le cabinet Voxius, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cabinet relativement jeune qui a été créé en 2021, qui intervient exclusivement en droit du travail pour une clientèle de TPE, de PME, d'organisations professionnelles. Le cabinet a été créé sur la base de trois piliers. Tout d'abord, c'est la technicité. Tous les membres du cabinet sont des spécialistes en droit du travail, titulaires d'ailleurs du certificat de spécialisation délivré par le Conseil national des barreaux, ce qui est un gage de compétences, de qualité des prestations desservies par les membres du cabinet, de pragmatisme. On veut que les solutions que l'on apporte à nos clients soient pratico-pratiques, et de réactivité. Ça, c'est un leitmotiv du cabinet, de devoir s'adapter toujours aux urgences, au calendrier de nos clients. Et pour ceux qui voudraient en connaître un peu plus sur notre façon de travailler, de communiquer, vous avez toute une série d'axes de communication du cabinet. Il y a les webinaires dont il s'agit aujourd'hui, mais également des podcasts. On a une chaîne de podcasts Vox en parle. Vous pouvez y accéder sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Les newsletters, Vox News, sont des newsletters gratuites qui sont diffusées toutes les 2 semaines à nos clients. Et puis, vous pouvez également suivre les actualités juridiques du cabinet sur les réseaux LinkedIn et Twitter. Alors, s'agissant des webinaires, et avant de parler des leviers de fidélisation des salariés, je vous propose, comme à chaque début de webinaire, de prendre d'ores et déjà note dans vos agendas pour le prochain webinaire, toujours avoir un petit coup d'avance, qui aura lieu le 28 juin prochain, de 16h à 16h45, où là, ça sera un thème un peu plus original, puisque ce sera une table ronde sur les procédures de licenciement. Il n'y aura pas de présentation spécifique. On répondra en fait en direct à vos questions. Donc, si vous avez des problématiques, si vous avez des procédures de licenciement en cours, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous pouvez nous les envoyer par mail, d'ores et déjà, à contact@voxius-avocat au pluriel.com. L'adresse mail va figurer dans le chat des participants dans un instant. Et puis sinon, en direct, dans le chat le jour J, vous pourrez nous poser vos questions et nous y répondrons. Alors, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, de quoi va-t-on vous parler? On va évoquer avec vous 4 items. Le premier, c'est le télétravail. Alors, vous allez nous dire, le télétravail, on connaît, c'est bon. Oui, c'est vrai que ça fait 3 ans que à peu près toutes les entreprises pratiquent le télétravail. Mais ce que l'on constate avec Steven, c'est que finalement, peu sont les clients qui ont vraiment légiféré sur le télétravail dans l'entreprise, ont posé des règles spécifiques claires pour tout le monde. Ce qui fait que lorsque l'on est un candidat à une embauche ou lorsqu'on est un salarié déjà en poste qui cherche à voir si l'herbe est plus verte ailleurs, eh bien souvent, on ne sait pas véritablement quels sont les droits du collaborateur dans le cadre du télétravail, et c'est assez dommage de ne pas suffisamment marketer la chose en interne. Donc, on va vous parler rapidement du télétravail. On va vous parler également d'un dispositif qui est à la fois très ancien et très dans l'air du temps, c'est la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup d'articles RH qui sont parus sur ces derniers mois sur l'intérêt de la semaine de 4 jours. On vous avoue qu'au cabinet, jusqu'au mois de janvier, on regardait ça un petit peu de loin. Et en fait, en début d'année, on a eu, depuis le début de l'année, on a eu 3 clients différents qui nous ont sollicités. On n'a même pas c'est pas quelque chose qu'on a essayé de vendre, qui sont venus nous solliciter pour mettre en place la semaine de 4 jours dans leur entreprise avec des résultats qui, pour l'instant en tout cas, sont très intéressants. Donc, ça nous tenait à cœur de pouvoir vous en parler. On va ensuite évoquer le mécénat de compétences. Comment pouvoir organiser un dispositif au sein de vos entreprises qui permet aux collaborateurs pendant quelques heures, pendant quelques jours dans l'année, de pouvoir prêter du temps à la défense d'une cause associative, sociale, qui leur tient à cœur. Et enfin, on va parler de quelque chose de beaucoup plus financier, l'actionnariat salarié. Ces dispositifs qui vont permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des collaborateurs, qui, à cet égard-là,
sont complémentaires de la participation, de l'intéressement, de la prime de partage de la valeur, mais qui aussi sont souvent indexés sur des conditions de présence, de maintien du salarié dans les effectifs pendant un certain nombre d'années et qui donc permettent de les fidéliser. Voilà le programme du jour. Je laisse tout de suite la parole à Steven pour vous parler du télétravail. Oui, merci Florian. Alors bon, effectivement, le télétravail, c'est pas nouveau. Depuis le Covid, je pense qu'il a été complètement généralisé, pas complètement. Il y a des employeurs qui l'ont pérennisé en sortie de crise et puis d'autres qui sont revenus à leurs habitudes, mais qui peuvent être quand même convaincus de devoir le mettre en place pour retenir leurs salariés ou pour attirer des talents, comme on dit. Alors bon, les arguments de fidélisation, je pense qu'on les connaît, hein. En tout cas, du côté des salariés, c'est gagner en autonomie, gagner en conditions de travail, en conditions de vie, en justement permettre une meilleure conciliation vie pro, vie perso. Ça peut être aussi un risque, justement l'empiètement du travail sur la vie personnelle, mais en tout cas, c'est les arguments côté salarié, côté entreprise. Ça peut être faire aussi des économies d'énergie, des économies dans les locaux de travail, hein. On rend des espaces, on passe en flex office. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Alors, effectivement, comme le disait Florian, il y a des clients qui ont mis en place le télétravail, qui l'ont formalisé, qui ont établi des règles, et puis d'autres qui le pratiquent, mais bon, sans avoir vraiment encadré les choses. Alors donc, là, ce qu'on va faire aujourd'hui pour ne pas passer non plus trop de temps sur ce sujet et ne pas empiéter sur les autres, on va rappeler le cadre légal qui est quand même original s'agissant du télétravail, puisque vous avez 2 accords nationaux interprofessionnels, celui du 19 juillet 2005 et celui du 26 novembre 2020, qui ont été étendus et donc s'appliquent à toutes les entreprises quasiment du secteur marchand, donc sont exclus en tout cas, ne sont pas couverts par ce champ d'application les acteurs privés à but non lucratif. Mais tous les autres employeurs sont tenus en principe de respecter voilà, ces règles. Vous avez à côté le Code du travail qui, lui aussi, a posé les règles sur le télétravail aux articles L 1222-9 et suivants. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les employeurs ne doivent pas uniquement se concentrer sur les règles qui sont prévues par le Code du travail. Pourquoi? Parce que certaines règles figurent dans les accords nationaux interprofessionnels et n'ont pas été transposées dans le Code du travail. Par exemple, toutes les règles qui concernent les équipements de travail que doit fournir l'employeur, eh bien, cette obligation ne figure pas dans le Code du travail. Donc, si vous êtes assujetti à l'ANI et que vous conservez, en tout cas que vous contentez que du Code du travail, vous pourriez passer à côté justement de ces obligations. Concernant les différentes formes de télétravail, bon, là encore, je passe rapidement, vous le connaissez, ça peut être un télétravail qui est donc sédentaire purement au domicile ou exclusivement au domicile du salarié. Ça peut être du télétravail alterné ou pendulaire, c'est ce qui est le plus pratiqué, donc alternativement dans les locaux de travail et au domicile du salarié, ou télétravail nomade, donc de n'importe où. La fréquence aussi, elle peut être diverse. On peut avoir du télétravail régulier dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, mais il ne faut pas oublier que le télétravail peut se pratiquer de manière ponctuelle à la demande du salarié ou par exemple pour des circonstances exceptionnelles. Donc les circonstances exceptionnelles, ça peut être bien sûr une crise épidémique, mais ça peut être par exemple, on pourrait l'imaginer, lors d'un jour de grève des transports où le salarié ne peut pas se déplacer au travail. Les bénéficiaires du télétravail, il ne s'agit pas de foncer vers le télétravail sans se demander en amont est-ce que l'organisation de l'entreprise, est-ce que les postes concernés sont télétravaillables?
Donc, ça passe par une analyse de poste, de savoir si le salarié est suffisamment autonome, si on va conserver de la cohésion, on va pouvoir conserver de la cohésion entre les équipes. Évidemment qu'un vendeur en rayon ou qu'un travailleur, un ouvrier sur une chaîne de production ne pourra pas télétravailler, mais même sur des postes administratifs, il y a parfois le télétravail n'est pas compatible. On pourrait imaginer, voilà, pour des problématiques de protection des données, que le salarié doive rester dans les locaux de l'entreprise. La charte et l'accord, on verra, qui mettent en place le télétravail, prévoit les critères d'éligibilité. Donc les postes éligibles au télétravail. Des exclusions, bien sûr, sont possibles. Donc il y a certains cas d'exclusion qu'on a cités dans le slide. On pourrait imaginer que les salariés en période d'essai pour des problématiques de formation, mais tout comme les stagiaires ou les apprentis, ne sont pas éligibles au télétravail. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit ici, c'est de veiller au principe d'égalité de traitement sur les choix, sur les critères d'éligibilité qui sont définis. Donc, à situation identique, en principe, traitement identique. S'il y a traitement différent, bien, il faut qu'il soit motivé par des considérations objectives et pertinentes. Et puis, bien sûr, veiller à la cohésion sociale sur les choix qui sont opérés. Concernant la mise en place, bon, c'est là où il faut quand même être vigilant. Le Code du travail, donc l'article L 1222-9, prévoit que le télétravail est mis en place par accord collectif, à défaut par une charte élaborée par l'employeur, donc de façon unilatérale, et à défaut d'accord collectif ou à défaut de charte, il peut être mis en place par voie d'accord entre le salarié et l'employeur, formalisé par tout moyen. Et la question qui se pose, en tout cas qui se pose encore même, c'est de savoir s'il y a une hiérarchie, en tout cas s'il y a une priorité sur laquelle il faut veiller, c'est-à-dire est-ce que l'employeur qui a des délégués syndicaux dans son entreprise est tenu d'abord d'engager une négociation en vue de conclure un accord collectif sur la mise en place du télétravail, ou est-ce qu'il peut directement mettre en place le télétravail par la voie d'une charte, par exemple. Eh bien là, il n'y a pas d'arrêt de Cour de cassation sur la question du télétravail. En revanche, il y a 2 décisions qui concernaient un autre sujet, qui était en matière d'organisation des élections professionnelles, mais où la rédaction de l'article était la même, c'est-à-dire mise en place par accord collectif ou, à défaut, par voie unilatérale. Et dans ces cas-là, la Cour de cassation vient dire que l'employeur est en principe obligé de tenter une négociation avant de passer par la voie unilatérale. Dans les 2 cas, il faudra parce qu'on a eu, désolé, un petit souci technique. Alors, je n'arrive pas pour ma part à gérer le support de formation. Alors, suis-je connecté? Est-ce que vous... C'est bon, je peux poursuivre. Je pense qu'on a eu un petit souci technique. Je m'en excuse. Je vais poursuivre rapidement. Donc, consultation du CSE obligatoire prévue par le code. Et puis, de toute façon, on est sur un projet qui impacte les conditions de travail de façon importante. Donc, évidemment qu'il serait consulté dans le cadre de sa compétence générale.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le télétravail peut se mettre de façon individuelle, donc avec le salarié par un accord formalisé par tout moyen, ça peut être un simple échange de mails. Et ça, c'est important notamment pour répondre dans les entreprises où n'est pas mis en place le travail de façon régulière et globale pour tous les salariés, pour répondre à une recommandation, une préconisation d'aménagement de poste du médecin du travail. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation où l'employeur disait j'ai pas mis le télétravail en place dans mon entreprise, je ne peux pas respecter cette préconisation. Et bien, la Cour de cassation vient nous dire que si, puisque la mise en place du télétravail peut se faire de façon très simple, avec un formalisme allégé et un simple accord entre le salarié et l'employeur. J'en profite, Steven, je te coupe. Oui. Ça rejoint la question que Mireille vient de poser, qui nous demande si le télétravail à 100% est encore possible dans le cadre de problèmes de santé, et auquel cas est-ce qu'il faut également passer par un accord avec la médecine du travail. La jurisprudence que vient d'évoquer Steven est effectivement extrêmement importante parce que, pour bien repréciser les choses, l'entreprise n'avait pas mis en place le télétravail. Et donc, quand le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserve indiquant que un reclassement sur un poste télétravaillable était possible et que l'employeur a considéré ipso facto que comme il n'y avait pas de télétravail en interne, eh bien, cette restriction-là n'était pas applicable et a engagé derrière la procédure de licenciement pour inaptitude, la Cour de cassation nous dit non, à partir du moment où le médecin du travail préconise le télétravail, il faut véritablement qu'il y ait la preuve d'une impossibilité technique. Donc, faites très attention parce qu'on a encore énormément de dossiers où on a des salariés qui bien souvent sont des salariés qui se sont retrouvés en télétravail de longue durée depuis le Covid, qui étaient des salariés qu'on appelait des personnes vulnérables et qui aujourd'hui continuent à avoir des avis du médecin du travail qui préconisent le maintien en télétravail. Les employeurs qui veulent y mettre fin ont intérêt à pouvoir démontrer qu'il y a une véritable impossibilité à maintenir le télétravail. Et pour répondre à la question de Estelle qui demande est-ce qu'un salarié est tenu d'informer l'employeur s'il travaille exceptionnellement ailleurs qu'à son domicile, tu m'arrêteras si je me trompe, Steven, oui, il y a une vraie obligation de prévenir l'employeur parce que le télétravail, il y a une définition qui est très claire, surtout en plus s'il y a une réglementation en interne de l'entreprise et le salarié n'a pas à choisir le lieu où il va télétravailler. Ne serait-ce que pour des questions d'assurance, l'employeur doit savoir en quel lieu le salarié travaille. Il y a d'ailleurs eu, alors ça ne concerne pas la France, je crois que ça concernait la Belgique, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique il y a une semaine, un salarié qui a été, je crois, licencié parce qu'il télétravaillait dans l'avion et qu'il a été balancé par un de ses collègues qui l'a croisé dans l'avion. Bon, ça se passait pas en France, mais la situation pourrait être exactement la même en France. Hein. Si on s'aperçoit qu'un salarié qui est censé télétravailler depuis son domicile en réalité télétravail depuis un lieu de villégiature, on est très clairement en faute par rapport aux obligations du collaborateur. Oui, effectivement, surtout qu'il y a une présomption d'accident du travail qui est liée justement au travail, au lieu sur lequel est effectué le télétravail. Donc, bon, il y a des problématiques d'assurance et de santé au travail. Donc, oui, effectivement, c'est pas le salarié qui peut choisir son lieu de télétravail et encore moins le faire sans l'accord de l'employeur. Sur les clauses de l'accord ou de la charte, il y a des clauses obligatoires qui sont prévues par le Code du travail. Donc, c'est celles qui sont mentionnées à gauche, qui figurent à gauche, mais il y a aussi toute une série de clauses facultatives qui sont quasiment nécessaires. Par exemple, l'indemnisation, en tout cas la prise en charge des frais liés au télétravail par l'employeur. Généralement, voilà, on fixe ça dans la charte. Les équipements qui sont fournis, le process de demande de passage en télétravail, la fréquence du télétravail, mais aussi le jour, la position dans la semaine du jour télétravaillé, etc. Tout ça est en principe prévu par l'accord. Le télétravail, il faut garder à l'esprit que c'est basé sur le principe de double volontariat, donc il faut l'accord du salarié et de l'employeur. Ça signifie que le refus du salarié de télétravailler ne peut justifier
son licenciement. Et si l'employeur peut refuser une demande de télétravail, il doit se justifier dans une situation, c'est si le salarié rentre dans les critères d'éligibilité du télétravail qui a été fixé par la charte ou l'accord. Dans ces cas-là, l'employeur doit motiver son refus. Et comme on touche quand même à la santé au travail, effectivement, ça engendre des risques nouveaux. La mise en place du télétravail doit s'accompagner d'une démarche d'évaluation des risques et d'une modification, d'une adaptation, d'une mise à jour du DURP en lien avec le CSE pour prendre en compte notamment les risques psychosociaux liés à l'isolement ou aux risques, on va dire, plus physiques de posture au travail liés à l'équipement. Je passe très vite sur les modalités d'application. Concernant les équipements à fournir, la formation, les frais, tout ça est fixé dans l'accord. Ce qu'il faut que vous deviez retenir, c'est qu'il y a des règles qui sont prévues ici dans les 2 accords nationaux interprofessionnels et qui ne figurent pas dans le Code du travail. Donc là, sauf à revenir sur ces points avec l'accord collectif, il faudra respecter, si vous le faites par voie de charte, il faudra respecter ce qui est prévu dans ces ANI. Et pour les frais liés au télétravail, là encore, pas d'obligation dans le Code du travail, mais une obligation générale pour l'employeur de prendre en charge les frais professionnels, donc les frais engendrés par le télétravail. Donc ça se fait soit sur la base de justificatifs, soit sur la base d'une indemnité forfaitaire. Mais ça, je pense que vous connaissez le mécanisme. Alors, on en vient à la semaine à 4 jours. Comme le disait Florian, la semaine à 4 jours, c'est à la fois un dispositif moderne et à la fois très ancien. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens pas trop, mais le dispositif avait été envisagé en 1996 par Gilles de Robien. Je pense peut-être qu'il a même été ministre. Tu étais né pourtant en 96, Steven. En tout cas, ils avaient envisagé une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 32 heures, avec pour objectif d'éviter des licenciements. Et le dispositif était vendu comme 32 heures réparties sur 4 jours, donc 4 jours de 8 heures. Cette proposition n'a pas été suivie d'effet. Aujourd'hui, on reparle de la semaine à 4 jours, mais avec un tout autre objectif, c'est, en tout cas vendu comme tel, c'est d'augmenter la rentabilité, d'avoir des collaborateurs plus performants et peut-être d'améliorer l'organisation du travail dans sa globalité. Donc le dispositif, il a été testé dans plusieurs pays. Il y a des études qui sont parues et qui mettent en avant globalement les avantages de la semaine à 4 jours et aussi qui peuvent qui font état de quelques inconvénients. Ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il était besoin de légiférer pour mettre en œuvre la semaine à 4 jours en France? Eh bien non, le Code du travail, en tout cas, est compatible et peut prévoir cette possibilité. On vient de vous mettre un sondage. Envisagez-vous de mettre en place la semaine de 4 jours dans votre entreprise? Donc, si vous voulez y participer, il est ouvert pendant quelques minutes et après, on pourra analyser les résultats. Ce sera assez intéressant de voir les résultats ou de savoir si on vous a convaincu ou l'inverse. Pour les avantages et les inconvénients, du côté entreprise, on a des avantages qui, de toute façon, qui sont similaires à ceux du télétravail. On a dit éviter les licenciements, accroître l'activité parce que ça peut être l'occasion d'organiser l'activité avec des équipes chevauchantes, justement en donnant le jour non travaillé, en le positionnant différemment selon les équipes. Ça peut être aussi un contrepartie dans le cadre d'une négociation, une contrepartie à un gel des salaires, voilà, annuel, attirer les jeunes talents, voilà, ça peut les motiver quand même. Alors c'est un moyen de faire des économies d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on peut fermer l'entreprise un jour de plus par semaine. Et puis le principal intérêt, ou en tout cas c'est vendu comme ça, c'est d'avoir des salariés qui sont plus performants parce que plus reposés, plus concentrés. Sur les effets néfastes, ça peut être
aussi parallèlement, paradoxalement, les avantages peuvent devenir les mêmes inconvénients, c'est-à-dire ça peut avoir des effets quand même négatifs sur le chiffre d'affaires puisqu'on diminue le temps de travail, et puis le coût de la réorganisation, il ne faut pas le négliger non plus. Donc voilà, il faudra l'amortir. Sur les autres inconvénients, on peut noter le fait de casser la cohésion des équipes, parce que si vous cumulez semaine de 4 jours avec télétravail, bon, faudra savoir quand est-ce que ces salariés pourront travailler quand même ensemble, c'est le but de l'entreprise. Il y a des conséquences sur la santé au travail, hein. En fonction de la modalité, on va voir, il y a plusieurs modalités possibles. Le fait de compresser la même durée hebdomadaire sur 4 jours peut quand même avoir un impact sur la santé, sur la charge de travail. Et puis, le risque, c'est aussi de devoir des fois embaucher pour compenser. C'est le cas de LDC. Ils ont été obligés d'embaucher pour compenser la perte de temps de travail. Sur les avantages côté salarié, la perspective d'avoir un week-end de 3 jours, clairement, la journée de plus disponible pour les besoins de sa vie personnelle, les économies en frais de transport, la possibilité aussi d'exercer à temps partiel une autre activité professionnelle. Ça peut être un avantage qui peut être mis en avant. Et puis parmi les inconvénients, on l'a dit, d'avoir une journée plus longue qui ne serait pas forcément compatible avec les impératifs familiaux, et aussi, selon la modalité, si le jour non travaillé varie d'une semaine à l'autre, ça peut rendre compliqué aussi d'obtenir les avantages qu'on a dit, c'est-à-dire de s'organiser davantage pour sa vie personnelle et d'avoir une autre activité secondaire. La mise en place de la semaine à 4 jours, assez classiquement, en fait, on peut la mettre en place par voie d'accord collectif. Donc, ça peut être précisément dans le cadre de la négociation périodique sur le temps de travail qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans. Donc, négocier avec ses délégués syndicaux dans le cadre de l'entreprise, de l'établissement ou du groupe un accord pour mettre en place cette semaine à 4 jours. Alors, il faudra consulter le CSE dans le cadre de sa compétence générale, parce qu'on est sur un projet qui modifie de façon importante les conditions de travail des salariés. Et puis, vous avez la possibilité de la mettre en place, cette semaine à 4 jours, de manière individualisée par disposition contractuelle. Dans le contrat de travail, on déconseille, puisque le jour où vous voulez revenir en arrière, en tout cas changer de modalité, vous serez obligé d'obtenir l'accord du salarié. 2 grandes options pour mettre en place la semaine à 4 jours. Soit on part sur une répartition de 4 jours de la durée hebdomadaire de travail que vous avez actuelle. Donc, par exemple, si c'est 35 heures, on répartit 35 heures sur 4 jours, ce qui fait 8h45. Si on garde la même durée, si la durée quotidienne est identique. Ou deuxième option, on passe à 4 jours par semaine et on réduit la durée hebdomadaire de travail, par exemple de 35 heures à 32 heures, ce qui permettrait d'avoir une semaine de 4 jours à 8 heures quotidiennes. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on maintient le salaire comme si ces salariés, le salaire qu'ils avaient quand ils travaillaient à 35 heures, ou est-ce qu'on diminue cette diminution de la durée de travail s'accompagne d'une diminution de salaire. Une fois qu'on a choisi ces 2 grandes options, il y a des subtilités après. Est-ce qu'on met un horaire identique sur chacun des jours travaillés ou des horaires différents d'un jour à l'autre? C'est possible de prévoir par exemple que les 3 premiers jours, ça sera travaillé, ils seront travaillés 9 heures. Et puis le dernier jour sera travaillé 8 heures. On arrive à 35 heures. Ça peut être aussi de savoir si le est accolé ou non au week-end, lundi, vendredi ou mercredi en pleine semaine. Et aussi, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce jour non travaillé, il est identique pour tous les salariés, ou est-ce qu'on crée des équipes et par roulement, on va l'attribuer de manière différente pour que ça n'impacte pas l'activité courante, en tout cas la gestion courante de l'entreprise.
La détermination des salariés éligibles peut se faire selon différents critères. On peut prévoir, par exemple, par établissement, que seul un établissement passera à 4 jours. Ça peut aussi permettre des phases d'expérimentation avant de généraliser à toute une entreprise, par unité de travail, par catégorie professionnelle, sur la base du volontariat, ou bien, par exemple, ça peut être un critère en fonction de l'éloignement du domicile du salarié. La question des salariés en forfait jour se pose parce que eux, ils sont en principe totalement autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Et c'est vrai que les soumettre à la semaine à 4 jours peut se révéler incompatible. Alors, par souci d'égalité, on le verra, les accords en principe les prennent en considération et trouvent un mécanisme pour justement ménager cette capacité, cette liberté d'organisation de leur emploi du temps, tout en leur accordant des jours de repos supplémentaires par rapport à leur forfait, pour qu'ils se retrouvent à effectuer globalement un nombre de jours similaire aux autres salariés en décompte horaire. Est-ce que la 4 jours peut être imposée aux salariés, puisque la question peut se poser, c'est bien beau de la mettre en place, mais si on a des refus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en principe, le principe, c'est que comme c'est une répartition différente des horaires de travail sur la semaine, c'est un changement des conditions, un simple changement des conditions de travail qui, en principe, peut être imposé aux salariés. En revanche, il y a des cas où ce changement constitue une modification du contrat de travail, et là, il faut l'accord du salarié. Donc, il peut refuser de passer à la semaine à 4 jours. Le premier cas, c'est si ces horaires de travail ont été contractualisés. Si ça entraîne un bouleversement majeur dans sa vie personnelle ou est incompatible avec des obligations familiales. Ou encore, troisième cas, si on est dans un passage de la semaine à 4 jours avec réduction de la durée du travail et réduction du salaire. Dans ces cas-là, bien sûr, on touche aux éléments essentiels du contrat et il faut obtenir l'accord individuel de chaque salarié, donc par avenant. La mise en place de la semaine à 4 jours, ça s'accompagne nécessairement d'une phase de réflexion au préalable. On fait une étude de faisabilité, mais aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'impact que ça peut avoir sur la santé des salariés. Et là, bien sûr qu'il faut avoir une démarche de prévention. Donc, comme le télétravail, il faut associer le CSE à la prise en compte des risques que ça peut générer, d'actualiser le DURP et de mettre en place un suivi par le biais d'indicateurs ou d'un comité sur les répercussions en phase d'exécution de l'accord. Alors, à titre d'exemple, l'accord LDLC, donc le fabricant et le vendeur de matériel informatique qui a été assez médiatisé, ce qu'ils ont envisagé, c'est de distinguer entre les non-cadres et les cadres. Ils sont partis sur une réduction de la durée hebdomadaire à 32 heures, répartie sur 4 jours, avec une durée identique de 8 heures par jour. S'agissant de la définition du positionnement du jour non travaillé sur la semaine civile, ils se sont laissés beaucoup de liberté parce que c'est un planning qui est défini après consultation du CSE qui va justement définir le jour qui sera non travaillé. La particularité, c'est que la réduction de la durée du travail à 32 heures s'est accompagnée d'aucune baisse de rémunération. Donc, les salariés continuent à être payés comme s'ils travaillaient 35 heures, ce qui implique d'augmenter, bien sûr, leur taux horaire. Pour les cadres, ce qui a été fait, c'est que les cadres qui étaient à 216 jours par an demeurent à 216 jours par an, et pour qu'ils, eux aussi, puissent bénéficier bien l'employeur attribue des jours de repos supplémentaires à raison de 1 jour par semaine travaillée. Donc là, on n'est pas sur des jours qui peuvent être stockés, reportés ou rachetés. On les acquiert au fur et à mesure, ce qui permet de les consommer immédiatement et donc d'être sur une régularité de semaine à 4 jours.
Voilà pour un exemple d'accord. Alors, je vais laisser Florian aborder le mécénat parce que je pense avoir été très long sur mes parties. Alors, le mécénat de compétences. On vient de vous mettre là de nouveau un petit sondage sur la question, savoir si vous pratiquez ou vous envisagez dans votre entreprise de pratiquer le mécénat de compétences. Vous pouvez d'ores et déjà y répondre. Alors, le mécénat de compétences, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est le fait de mettre à disposition d'une association, d'une fondation, des compétences humaines, sans qu'il y ait de refacturation. Le mécénat de compétences se distingue du bénévolat en ce que le bénévolat, c'est vous, moi, qui le samedi, le dimanche, sur notre temps libre, allons prêter main forte à une cause associative qui nous tient à cœur, et cela ne se fait pas dans le giron du contrat de travail. Alors que le mécénat de compétences, c'est la même personne, mais qui cette fois-ci, avec sa casquette de salarié, sur son temps de travail, va prêter main forte à une association. Alors, avant de rentrer dans la mécanique du mécénat de compétences, quelques chiffres de présentation, qui sont des statistiques d'une étude qui a été publiée il y a quelque temps par l'IFOP. Premier chiffre à retenir, 57% des salariés en mécénat estiment avoir développé de nouvelles compétences. C'est un chiffre qui est très intéressant parce qu'il montre que le mécénat de compétences peut également être un outil pour développer les aptitudes des salariés. Surtout que le mécénat de compétences va pouvoir recouvrir des réalités très diverses. Vous pouvez imaginer que le mécénat de compétences permette à une personne de continuer à réaliser les mêmes fonctions qu'il réalise pour un client, par exemple un consultant informatique qui, dans une entreprise, procéderait à la création de sites internet. Cette entreprise pourrait éventuellement proposer à une association de lui faire son site internet gratuitement. Dans ce cas-là, le consultant informatique, il ne va pas acquérir de nouvelles compétences. Mais vous pouvez également avoir des mécénats de compétences qui impliquent pour les salariés d'aller travailler pour une association en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec leur poste de travail habituel. Ou alors d'aller dans un écosystème qui va être différent et qui va leur permettre d'être sensibilisés, par exemple, à l'utilisation de nouveaux outils digitaux. Donc tout ça participe au développement des soft skills. Deuxième chiffre intéressant, 77%. 77% des salariés déclarent que l'expérience a renforcé leur attachement à l'entreprise. Et ça montre ici que le mécénat de compétences peut être un formidable outil pour tisser des liens, renforcer les liens avec vos salariés. Il y a beaucoup d'actions qui sont possibles dans les entreprises pour développer la marque employeur. Il y en a peu qui ont un retour aussi important en termes de satisfaction des salariés, parce que ça permet de donner du sens à leur travail sur un temps donné durant l'année. Et puis enfin, 98%, chiffre très intéressant, 98% des associations déclarent que le dispositif leur a été bénéfique. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que le mécénat de compétences, c'est pas juste un gadget. C'est pas quelque chose qu'une entreprise va mettre en place uniquement par rapport aux intérêts qu'elle pourrait en retirer. Non, les associations qui bénéficient du mécénat de compétences considèrent que ça leur a également été véritablement profitable. Donc, il y a un vrai impact social à la mise en place du mécénat de compétences. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, le mécénat de compétences, quel est le excusez-moi, on a de nouveau un petit problème avec le support de formation. C'est pas grave, le temps que les slides se présentent. Comment on met en place le mécénat de compétences? Le mécénat de compétences, il va pouvoir être mis en place de deux façons. Vous avez tout d'abord ce que l'on appelle la prestation de service. Alors, la prestation de service, c'est tout simplement le fait d'avoir, je ne sais pas si Steven, toi, tu peux avoir la main sur le support de formation, parce que moi, je n'arrive pas à mettre les bons slides. La prestation de service, c'est tout simplement le fait alors c'est le slide juste après, c'est tout simplement le fait de
vous allez faire la même chose que ce que vous faites habituellement, merci Steven, que vous faites habituellement pour vos clients, sauf que ça ne va pas être refacturé. Alors, quels sont les avantages de la prestation de service? C'est que c'est un système qui est adapté aux prestations à distance. Si je reprends l'exemple de mon consultant informatique qui va faire du mécénat de compétences sous forme de prestation de service, bon, bah, il va pouvoir rester dans l'entreprise et puis il va créer le site internet de l'association gratuitement. C'est donc très simple à mettre en œuvre puisque ça n'implique quasiment aucun bouleversement, aucun changement des conditions de travail et ça permet à l'employeur de conserver le lien hiérarchique sur le salarié. Les inconvénients, c'est que le salarié, bah, il ne change pas d'écosystème. Il reste dans l'entreprise et ça limite quand même grandement le sens du mécénat de compétences. L'acquisition des nouvelles compétences va également être beaucoup plus limitée puisque si vous êtes sur de la prestation de service, ça veut dire que vous vous êtes dit, bon, bah, quelle est l'expertise que je vends à mes clients et que je vais pouvoir faire gratuitement pour une association. Donc, vos collaborateurs qui vont participer à ce dispositif, généralement, vont faire exactement la même chose qu'ils font au quotidien. Et on reste dans une relation finalement client-prestataire de service qui n'a pas un intérêt démesuré. Alors que si on est sur le deuxième mode, est-ce que Steven, tu pourrais passer le slide s'il te plaît? Si on est sur le deuxième mode, la mise à disposition de salariés, là, on va avoir beaucoup plus de sens, à mon avis en tout cas, au mécénat de compétences. La mise à disposition de salariés, c'est vraiment que je vais utiliser le régime juridique du prêt de main-d'œuvre pour mettre à disposition les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif au sein d'une association. Donc là, les avantages, c'est que le salarié, il est en immersion au sein de l'association et qu'il peut intervenir sur des fonctions différentes de celles qu'il exerce dans l'entreprise. Alors, les inconvénients, c'est qu'il va falloir ici respecter un formalisme spécifique parce qu'on va devoir rentrer dans le régime juridique du prêt de main-d'œuvre et que c'est le corollaire du régime juridique du prêt de main-d'œuvre, le salarié va être placé temporairement sous le contrôle du responsable de l'association. Il va y avoir, comme on dit dans ces cas-là, une dissociation entre le lien de subordination juridique, qui reste l'apanage de l'entreprise, et l'autorité fonctionnelle, qui va être l'autorité d'un responsable de l'association le temps de la mise à disposition. Alors, Steven, si tu peux passer le slide suivant, merci. Quel va être le formalisme juridique à respecter? 3 items. Une convention de mise à disposition qui va devoir être passée entre l'entreprise et l'association d'accueil, un avenant obligatoirement au contrat de travail du salarié et la consultation de votre CSE si vous avez un CSE. Dans la convention de mise à disposition et l'avenant, il va falloir respecter un contenu obligatoire qui est fixé par les articles L8241-1 et suivants. Il va falloir notamment rappeler l'identité, la qualification du salarié, le mode de détermination des éléments refacturés s'il y en a. Dans l'avenant au contrat de travail, il faudra rappeler le lieu de travail, les horaires, les caractéristiques particulières du poste de travail et la consultation du CSE. Il n'y a pas d'informations spécifiques à donner au CSE, mais elle devra être préalable à la mise à disposition. Ayez en tête une chose, c'est que s'agissant du contenu obligatoire de la convention de mise à disposition et de l'avenant, pour une fois, le législateur a été très peu prolixe. C'est-à-dire que le contenu obligatoire est réduit à sa portion congrue et qu'on vous recommande d'aller au-delà des clauses obligatoires. Parce qu'il y a plein de situations qui n'ont pas été envisagées par le législateur. Je vous donne un exemple. On a eu l'an dernier à accompagner un client qui a voulu mettre à disposition, c'était tous les mercredis, son directeur administratif et financier au bénéfice d'une association pour l'aider à se structurer. On était sur un projet de 12 mois, enfin de 11 mois, sur un projet de long terme, et il s'est trouvé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, qu'au bout de 6 mois, finalement, l'entreprise a eu besoin de récupérer à 100% son DAF. Bien, heureusement que dans la convention de mise à disposition et dans l'avenant, on avait prévu des clauses de résiliation anticipée de la mise à disposition. Ce sont des clauses qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas prévues par la loi. Si vous ne l'envisagez pas en amont, vous n'avez rien en réalité qui vous permet, à part d'un commun accord avec l'entité d'accueil bien sûr, mais si jamais il y a un litige, si vous rompez le contrat, vous vous mettez en faute vis-à-vis
de l'entité d'accueil. Donc, ça fait partie des clauses qu'il faut penser. De même, si on est sur des mises à disposition de longue durée, il peut y avoir des impacts sur la rémunération variable qu'il faut pouvoir anticiper. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, Steven, est-ce que tu pourrais me passer le slide? Une fois que vous avez mis en place votre convention de mise à disposition, se pose ensuite la question de l'impact fiscal du dispositif. Je suis vraiment désolé, on a un vrai problème aujourd'hui avec la présentation du support. Fiscalement, l'intérêt que vous avez en passant par le mécénat de compétences, c'est que les salaires qui sont versés aux salariés le temps de sa mise à disposition sont considérés par l'administration fiscale comme un avantage en nature, c'est-à-dire un don, qui ouvre droit à une réduction d'impôt dans la limite de 60% de la valorisation du don, donc de 60% des salaires, des charges sociales et éventuellement des frais professionnels que vous aurez continué à verser à vos collaborateurs. Il y a deux conditions de l'administration fiscale. La première, c'est que l'action doit être désintéressée, et c'est là qu'il faut faire une différence entre le mécénat de compétences et le sponsoring. Si vous avez, si vous marketez publicitairement parlant le mécénat de compétences, vous n'êtes pas sur une action désintéressée. Je donne un exemple concret. L'an dernier, avec le cabinet, on a sponsorisé un concours de plaidoirie en droit du travail. Et avec Steven, on s'est investi auprès de cette association dans la rédaction des sujets en droit du travail. Donc, c'est du temps qu'on a donné à l'association pour participer également au jury des différents tours du concours. Clairement, on aurait pu considérer qu'on est sur du mécénat de compétences puisqu'on donne du temps, des compétences à cette association. Sauf que il y avait des flyers, il y avait des affiches du concours sur lesquelles à chaque fois il y avait le logo du cabinet. Et donc, on ne peut pas considérer que nous sommes sur une action désintéressée dès lors qu'il y a une véritable communication qui est faite autour du dispositif. Alors, ça ne veut pas dire que si vous mettez en place le mécénat de compétences, vous ne pouvez pas faire de communication en interne ou même un post sur les réseaux sociaux. Bien entendu que non. C'est comme on dit, c'est comme dans le poison. En fait, tout est dans la dose. Ça va être en fonction de l'importance de la communication que vous allez faire autour de l'événement qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale pourrait considérer que on n'est plus véritablement sur une action désintéressée. Et enfin, la deuxième condition, c'est que l'opération doit être entièrement gratuite pour l'association. Donc là, c'est une exigence de l'administration fiscale qui ne ressort pas des textes. Vous ne pouvez même pas faire de sous-facturation, c'est-à-dire dire, voilà, à l'association, je vais te refacturer que 20% de ce que m'en coûte le salarié le temps du mécénat de compétences. Si vous faites ça, c'est tout à fait possible, mais vous ne pourrez pas bénéficier de la déduction, de la réduction fiscale de 60%. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le mécénat de compétences. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Effectivement, donc oui, disait Christine, il y a de grandes entreprises qui ont mis en place le mécénat de compétences. Alors, Annick nous dit le portage salarial contribue au mécénat de compétences par le management de transition notamment. Oui, mais alors après le portage salarial, si vous faites du portage salarial facturé, on n'est pas vraiment sur du mécénat de compétences. Si vous faites du portage salarial non refacturé, en fait, c'est la même chose. C'est un salarié en fait qui, à un moment donné, va travailler pour le compte d'une entité tierce sans être facturé. Donc, ça va être effectivement la même chose que pour n'importe quel salarié ordinaire. Je crois, Steven, que tu voulais nous parler pour terminer. Oui, très rapidement, parce que je pense qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Sur l'actionnariat salarié, alors bon, on n'en parle pas forcément, mais effectivement, ça s'ajoute un peu à tous les dispositifs d'intéressement de participation. On est sur quelque chose d'un petit peu différent. On en retire un gain pour le salarié. Surtout, on le fait prendre part au capital. Voilà. Donc, le salarié aura une part de l'entreprise, ce qui renforce l'attachement qu'il pourrait développer par rapport à cette entreprise. On l'associe aussi bien à la de l'entreprise, mais également au risque via ces dispositifs et ça peut générer un engagement supplémentaire. Alors, Florian vous l'a dit, l'intérêt aussi de ces dispositifs, c'est qu'ils sont souvent conditionnés à une condition de présence.
du salarié. Donc, c'est aussi garantir sur des mois et des années que le salarié soit incité à rester dans les effectifs. Donc, c'est aussi un moyen de fidéliser les salariés. Alors, quels salariés? Tous les salariés peuvent être éligibles à ce genre de dispositif et ça concerne alors, toutes les sociétés par action. Donc, on est quand même relativement large sur le champ d'application. Il y a aussi un intérêt fiscal puisque les sommes qui, en tout cas les avantages qui résultent de l'actionnariat salarié ont le même régime fiscal que les sommes qui sont bloquées sur un plan d'épargne d'entreprise. L'avantage qu'aura le salarié ne sera pas soumis à cotisation sociale et sera exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de l'actionnariat salarié? Ça regroupe 4 dispositifs principaux, les augmentations de capital qui sont réservées aux salariés, les cessions de titres réservées aux salariés, les attributions gratuites d'actions et les options de souscription ou d'achat d'actions qu'on nomme plus largement ou trivialement stock option. On fait un petit focus sur ce dernier dispositif où justement vous avez une condition. Alors, je crois que nous avons à nouveau une erreur technique, décidément. Je pense que le support, je ne sais pas si le support s'affiche, en tout cas, nous, on ne le voit plus. Florian, toi, tu l'as? Non, je ne le vois plus. Faisons sans. Faisons sans. De toute façon, vous pourrez nous demander le support par la suite. Sur les options de souscription ou d'achat d'actions, comment ça marche? C'est on donne la possibilité aux salariés d'acheter des actions à un prix fixé au moment de l'attribution. Par exemple, au moment de l'embauche, donc on aura le prix d'exercice. Et ils auront la possibilité de lever l'option, donc d'acquérir les actions à une certaine date. Avant cette date-là, ils ont juste cette option-là et donc ils sont obligés d'attendre et donc de rester dans les effectifs la date d'exercice. On peut même rajouter une période d'indisponibilité de cession des actions et donc même une fois qu'ils ont levé l'option, on peut les contraindre à conserver les titres, les actions un certain temps. Donc toutes ces conditions qui sont fixées par le conseil d'administration, on n'est pas dans le cadre du contrat de travail, on est sur un dispositif commercial ici, en droit des sociétés. Tout ça est fixé par le conseil d'administration et ces conditions-là permettent de garantir en tout cas la présence du salarié qui aussi est intéressé de voir l'impact que pourra avoir son travail sur justement la croissance de l'entreprise. Alors, s'il y a de la croissance de l'entreprise, lui, on lui a fixé un prix d'exercice, par exemple, il y a 1 an à 80 € alors que l'action valait peut-être 100 € à ce moment-là. Et puis, 3 ans plus tard, cette action peut-être va valoir 150 €. Il pourra, ou 120 dans le cadre de l'exemple, il pourra lever l'option à ce moment-là. Et donc, le gain déjà sera entre 80 et 120. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le gain de levée d'options. Donc ça, en vérité, il y a un double intérêt, à la fois un gain financier, mais aussi un intérêt de conserver un salarié dans ses effectifs et donc de le fidéliser de cette façon-là. Alors bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je ne sais pas, Florian, si on avait d'autres questions. Non, on a répondu en direct aux questions qui nous avaient été posées. Pour ceux qui veulent le support, surtout qu'il y a quelques slides du coup qui vous ont été présentés oralement et qui n'ont pas pu visuellement vous être présentés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc l'adresse mail avait été indiquée au tout début. Je vous la rappelle, c'est contact@voxius-du6, c'est le tiret du milieu, avocat au pluriel.com. Et on vous enverra le support de présentation. Vous avez également normalement la possibilité
de télécharger la plaquette de nos offres sur la durée du travail, parce que ça fait le lien en tout cas avec la semaine de 4 jours. C'est les interventions que l'on propose aux entreprises pour bénéficier d'audits sur la durée du travail ou d'accompagnement à la réalisation d'un accord collectif sur le temps de travail. Et puis, si vous avez la moindre question, si vous avez un besoin d'accompagnement, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, faire un tour sur notre site internet www.voxius-avocat au pluriel.com. Et donc, on vous dit à très bientôt, puisque donc le mois prochain, nous aurons notre nouveau webinaire table ronde sur la procédure de licenciement. Et d'ici là, promis, on réglera ce problème de présentation du support. Un grand merci pour votre écoute. Bon après-midi. Merci pour votre écoute également. Au revoir. Au revoir. Karine, la date, ça sera le 28 juin de 16h à 16h45. Pour l'instant, le lien d'inscription n'est pas encore disponible, mais il le sera certainement d'ici la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.